Mais alors, la transition a peut-être déconné. Non, c'est ça. Il y a du vent chez vous aussi? Chez moi, il y a du vent de fou. Il y a du vent de zinzin chez moi. Du coup, je suis allé faire des. Là, moi, je reviens des travaux. J'ai pris. J'avais 1 heure et demie casé 2 heures dans mon planning pour faire des travaux. J'en ai profité. Ce qui me perturbe, c'est le temps. Le temps et les températures qui sont bien rebaissées. Je crois que je vais être baisé pour planter mes tomates, mais je vais pas pouvoir les garder en intérieur pendant super longtemps non plus. Donc, il y a un moment où soit je les sors et elles ont de la lumière, mais elles prennent froid. Soit je les laisse dedans, elles prennent pas froid, mais elles ont pas de lumière. Alors, vous voyez bien, hein. Le réchauffement climatique n'est pas encore assez important, hélas, pour que je puisse planter mes tomates dès mi-avril. Bah c'est ça, là, ça va descendre sous les 4 degrés la nuit. Faut savoir que si jamais il fait moins de 5 degrés la nuit, faut pas mettre vos tomates, faut pas planter vos tomates, hein. Je vous le dis, hein. Les plantes meurent à moins de 5 degrés. Tomates et melons, ça meurt à moins de 5 degrés. Non, non, là, actuellement dans l'ouest, les prévisions sont orage demain soir, potentiellement grêle, ce qui veut dire ne plantez surtout rien, faites pas cette erreur. 3 degrés, 5 degrés, blablabla, jusqu'à samedi. Et à partir de samedi, et ce pendant au moins 10 jours, pluie. Pluie froide, avec du 4 degrés la nuit. Donc voilà, je vous fais le petit bulletin météo. Si vous êtes dans l'ouest, ne plantez pas. Ne plantez surtout pas vos tomates, vos melons, vos poivrons. Ne plantez rien qui soit une plante d'été. Donc là, c'est sûr qu'il y en a eu des moments où il a fait chaud, il a fait du 24 degrés, etc. Mais là, il fait même trop froid la journée. On va descendre à 13 la journée. Bonjour Monsieur Bidouille, je viens de voir que tu as follow. Bonjour. Vous ne pouvez pas vous permettre. Alors, il y a une chose qui se fait, c'est mettre en serre. Il se trouve que moi, tout ce que j'ai mis en serre, s'est fait bouffer par des limaces. J'avais passé tout à l'anti-limace dans mon jardin, mais pas à l'intérieur de ma serre. Quelle erreur, je me suis tout fait bouffer dans ma serre. Moi, je me bats contre les gastéropodes ici, j'ai l'impression d'être dans Starship Troopers. Littéralement, hein, parce qu'elles sont chez elles, ils sont chez eux les gastéropodes, et c'est moi qui viens napalmer leur terrain pour les tuer. Là, il y a 2 jours, il s'est mis à bien pleuvoir le soir. Je suis sorti avec mon téléphone, la lumière de mon téléphone, et j'en ai ramassé escargot limace. Je suis juste resté 5 minutes dehors. J'en ai ramassé entre 50 et 100, un truc comme ça. Pourtant, j'ai mis des répulsifs, j'ai mis des pièges, des endroits pour les attirer. Genre, j'ai mis des salades à des endroits, des salades qui sont pourries, je les ai mis à des endroits pour les attirer ailleurs, etc. C'est compliqué, hein. Il me faut, je sais pas ce qu'il faut dans mon jardin. Pourtant, j'ai des hérissons, ça j'en ai, d'accord. Mais bon, les hérissons, ils mangent peut-être 3 limaces, j'en sais rien, mais ils vont pas manger 400 limaces. Piège à bière, c'est t'attires toutes les limaces du quartier. C'est bien de faire un piège à bière chez un voisin. Des canards.
C'est prévu les canards. Les canards, c'est prévu quand j'aurai le poulailler, poulailler que j'aurai quand j'aurai des piquets, piquets que j'aurai quand je pourrai vider ma remorque, morque que je pourrai vider quand j'aurai un attelage sur ma voiture, attelage que j'aurai sur ma voiture quand Citroën aura décidé de les mettre en vente. Puisqu'il faut savoir que ma voiture... Il faut savoir que ma voiture est en LOA, location avec option d'achat. Vous savez, c'est un prêt. Ma voiture fait l'objet de 3 rappels. Je l'ai appris tout à l'heure. Que je dois ramener la voiture au garage parce qu'il y a 3 défauts de construction sur la voiture. Sur la nouvelle Citroën C3. Donc je dois la ramener au garage, voilà. Et normalement, je l'ai pris en location avec option d'achat avec attelage. Sauf que les attelages n'étaient pas encore sortis. Donc, ce que ça veut dire, c'est que je dois attendre que l'attelage soit mis en vente par Citroën. Attelage que je ne paierai pas, parce que du coup, c'est dans le prix de la location, mais c'est... Tant que l'attelage n'existe pas, ils peuvent pas le mettre, quoi. Tu payes déjà, du coup. J'ai déjà payé l'attelage. Enfin, l'attelage, en fait, il est... En fait, alors... Attention. Quand vous commandez une voiture avec option... En fait, bon, je vous fais le topo depuis le début. La voiture, elle ne m'appartient pas. La voiture est une location. Et ce n'est pas moi le locataire de la voiture. Le locataire de la voiture, c'est ma société de production. La voiture est une voiture professionnelle, dont j'ai le droit de faire un usage particulier. C'est donc la société qui loue la voiture. Donc j'ai un nombre de kilomètres limité par an, et j'ai un loyer à payer tous les mois. Ce loyer est de 335 € de mémoire. Pendant 4 ans. Au bout des 4 ans, je peux racheter la voiture, ou alors je peux décider de reprendre une nouvelle. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle la LOA. C'est pas le leasing, c'est la LOA, la location avec option d'achat. Quand vous prenez une LOA, vous êtes quasi obligatoirement contraint de prendre une voiture neuve. Pour des raisons que j'ai déjà expliquées plein de fois en stream, c'est qu'en fait, on parle beaucoup de niche fiscale en ce moment et d'abattements fiscaux. Pour augmenter le nombre d'immatriculations et pour que le système économique de notre pays fonctionne bien, il faut que ce soit des sociétés qui achètent des voitures, qui les prennent en location en longue durée ou alors en location avec option d'achat pendant 3 à 5 ans et qu'au bout des 3 à 5 ans, elles s'en débarrassent. Voitures qui se retrouvent alors sur le marché de l'occasion et qui sont vendues entre 50 et 80% du prix de leur valeur neuve. Il n'y a que les gens qui ont 60 ans qui achètent des voitures neuves. Il n'y a que les particuliers de 50 ans, de plus de 60 ans qui achètent des véhicules neufs. L'âge moyen de l'achat d'un véhicule neuf en France, je crois que c'est 59 ans. Et c'est un âge d'ailleurs qui recule de plus en plus, parce que les gens ont de moins en moins les moyens d'acheter des voitures neuves. Bon, peu importe. Quand vous achetez une voiture, enfin quand vous prenez une voiture en location avec option d'achat, vous pouvez choisir toutes les options. Puisque la voiture est censée être commandée à l'usine et sortir de l'usine. Avec les options que vous lui avez commandées. Donc vous payez les options, mais vous ne payez pas la main-d'œuvre. Parce que, théoriquement, la voiture, elle a été construite avec les options que vous la demandez. Genre, vous la commandez dans le stock avec les options. Genre, ils en font une sans option, ils en font une avec le premier pack d'options, une avec le deuxième pack d'options, une avec le troisième, etc. Et elles sont censées sortir toutes comme ça. Il se trouve que le fait est que Citroën n'ayant pas encore produit les attelages qui vont sur les voitures qu'ils vendent, les nouvelles C3, ils ne peuvent pas livrer la voiture avec l'attelage. Auquel cas, tu vas payer l'attelage. C'est une centaine d'euros, comme ça. Peut-être 150 €, je sais plus, c'est pas très cher. Mais tu n'as pas payé la main-d'œuvre qui coûte le plus cher. Parce que normalement, c'est à l'usine qu'elle a été faite. Une voiture, ça coûte. Non, une voiture neuve, ça coûte plus dans les 20 000 €. La Citroën C3, c'est l'une des moins chères. De toute façon, moi j'ai pris la moins chère. Hein. La Citroën C3, c'est l'une des moins chères. Très clairement. C'est 18 000 € neuf. Et encore une fois, je ne l'ai pas acheté. Je l'ai en location.
Avant, il y avait des segments de voitures un peu plus bas de gamme qui permettaient d'avoir des petites voitures à vraiment pas cher. Il y avait genre les petites Saxo, les petites Twingo, etc. Qui sont des voitures, les 106, etc., qui sont des voitures qui n'existent plus. Voiture électrique, ça vaut le coup. Bah alors la même voiture, mais électrique, c'est 30% plus cher. Donc non. Toujours entendu dire que la LOA, c'est de l'arnaque. La LLD, c'est de l'arnaque. La LOA, c'est pas de l'arnaque. En fait, la LOA, si jamais vous avez beaucoup d'argent sur votre société, c'est le montage idéal pour potentiellement récupérer un véhicule neuf à 1% de sa valeur. Connaissez-vous ce montage fiscal tout à fait légal qu'on vous propose dans tous les garages, qui est le suivant. Vous prenez une voiture en LOA, location avec option d'achat. Donc à la fin, il faut que la voiture, tu la rendes dans un état nickel, ou alors tu t'en fous mais tu es obligé de la racheter. Parce que la banque peut dire non, je la reprends pas. Eh bien, il se trouve que la valeur qu'aura votre voiture à la revente sera celle du reste, en fait, de ce que vous n'avez pas payé en loyer, en gros. C'est-à-dire que là, moi, je crois qu'il va me rester la moitié de la valeur de la voiture à payer si jamais je veux la reprendre en option d'achat. Genre là, pendant 4 ans, je verse je sais plus combien de loyer, entretien inclus. Ça, c'est pour ça que c'est pas la baisse. C'est pour ça que c'est important sur les voitures neuves, c'est qu'en fait, l'entretien est inclus. C'est-à-dire, la voiture, elle ne m'appartient pas. Ce qui fait que si jamais il y a un problème, si jamais il y a quoi que ce soit, si jamais le moteur explose, c'est leur problème, c'est pas le mien. Ça fait partie du contrat d'entretien. Moi, je ne paye rien d'entretien. Même pas les pneus. Ça dépend des garages. Mais moi, même pas les pneus, je paye. Même pas le liquide. Si je vais à Citroën et je leur dis faites le plein de liquide lave-glace, ils le font. Merci Alex Ripsud pour le type de 15 €. Première contribution, je continue. Oh, merci. Merci à toi. Et alors, du coup, on arrive dans un monde magique, qui est le monde du capitalisme, qui est le monde des bourgeois. Les bourgeois, vous savez, font des lois pour les bourgeois. En fait, du coup, là, moi, par exemple, la valeur de la voiture, à la fin, il me restera 9 000 € à payer, que je ne vais pas payer. Donc la banque, je crois que c'est 9 ou 10 000. Donc le garage va récupérer la voiture et va leur vendre en occasion. Il va marger dessus. Et moi, théoriquement, je pourrais la récupérer pour ce prix-là. Mais alors là, attention, c'est incroyable. C'est que si je voulais, je pourrais payer beaucoup plus de loyer en société. Genre, je leur dis, je vous verse 600 balles par mois. Ok ? À la fin, pour le concessionnaire, vu ce que j'ai payé comme loyer, il considère que j'ai payé l'intégralité de la voiture. Il me la cède donc pour 1% du prix de la valeur en option d'achat. Et du coup, je peux la racheter pour 1% du prix de sa valeur. En gros, je peux racheter une voiture pour quelques centaines d'euros. Une voiture quasi neuve, hein, une voiture qui a 3 ans, 4 ans. Cette voiture-là, à ce moment-là, elle ne m'appartient toujours pas. Elle appartient à la société, à ma société de production. Ma société de production rachète une voiture à 1% du prix de sa valeur auprès du concessionnaire. Ce que ça change, c'est que je pourrais pas, ce serait de l'abus social, l'abus de bien social, si j'achetais une voiture 9 000 € avec ma société et que je me la revendais en tant que particulier pour quelques centaines d'euros. Ce serait de l'abus de bien social. Mais si ma société achète à 1% du prix de sa valeur une voiture à un concessionnaire, parce qu'elle a versé tous les loyers avant, elle a une facture qui dit la voiture, elle vaut 500 €, admettons. Eh ben, tu peux recéder et revendre cette même voiture pour 500 € à un particulier. Ce n'est pas de l'abus de bien social. Puisque du coup, tu la cèdes au prix où tu l'as acheté. Et là, en tant que particulier, alors que c'est ta société qui a payé ta voiture, tu peux te retrouver avec une voiture neuve. Que tu n'as quasiment pas payé. Et ça, figurez-vous, les amis, c'est tout à fait légal. C'est tout à fait légal parce que nous sommes dans un pays de bourgeois où ce sont les bourgeois qui font les lois. Les bourgeois possèdent des sociétés. Ils veulent faire payer le maximum de choses sur leur société pour éviter de payer des impôts. Pour ensuite, potentiellement, bénéficier en tant que particulier de tous les avantages que ça confère d'avoir un véhicule dont on est propriétaire en tant que particulier. Pour rien. Voilà. Je vous ai fait le topo.
Et ça, c'est incroyable. Quand vous avez une société et que vous êtes de gauche, vous vous dites, mais ça, c'est abusé, ça ne peut pas exister, ce n'est pas possible, ce serait absolument inégalitaire et absolument injuste pour tous les gens qui n'ont pas de société et qui doivent payer des impôts sur leur travail, travail qu'ils font pour un patron. En fait, ils sont taxés sur la plus-value de leur travail, sur leur salaire. Ils sont taxés même de manière importante en France. Moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je pense qu'on paye beaucoup d'impôts sur le revenu. Je pense qu'on paye pas beaucoup d'impôts sur les sociétés, par contre. Et là, c'est pour ça que la plupart des gens se retrouvent à faire des sociétés. Ils vivent sur leur société et ils ne payent aucun impôt nulle part. Pendant que toi, si jamais t'es, même ne serait-ce cosmique, hein, t'es obligé de payer des impôts. Et tu les payes. Tu peux pas y couper. T'as pas niche fiscale de mes couilles ou abattement de machin. Tu payes. Voilà. Donc tout ça est absolument cheaté. Donc moi en l'occurrence, j'ai pas les moyens avec la société de racheter la voiture et j'en ai aucun intérêt. Ça n'aurait aucun sens pour moi. Donc je vais pas le faire. J'ai pas ce pognon à acheter par la fenêtre. Mais pognon de société, parce qu'en l'occurrence, il est mieux réinvesti dans les vidéos, dans les salaires, dans le salaire de la monteuse, dans le salaire des co-auteurs. C'est plutôt là que je flèche l'argent. Mais bon, comme j'ai plus de voiture et que j'avais la possibilité de prendre une voiture en société, alors qu'on me refusait de la prendre en particulier, parce que jamais vous devez prendre une voiture en particulier, qu'est-ce que vous devez faire? Souscrire à un impôt à la consommation. J'ai déjà un prêt à la consommation, pardon, mais j'ai déjà un prêt à la consommation sur le dos. Ce prêt à la consommation, il sert à rembourser l'artisan qui m'a volé 8 000 euros. Je dois payer au total 16 000 euros de prêt pour les 8 000 euros que l'autre con m'a volé. Donc, étant donné que j'ai déjà 3 prêts, aux yeux de l'État, moi, je suis surendetté en tant que personne. En tant que particulier, je suis surendetté aux yeux de l'État. Je n'ai plus le droit du tout de faire de prêt. Donc, à moins que je puisse acheter un véhicule cash, je ne peux pas. Ça m'est absolument interdit aujourd'hui. Le risque d'insolvabilité est trop grand. Par contre, la société linguistique, elle, avec son résultat, elle peut. Tranquille. Voilà. Non, je suis pas fiché, Banque de France, parce que j'ai pas manqué de mensualité. Mais je suis en situation de surendettement, oui. Surendettement contrôlé, c'est-à-dire que je peux encore payer, mais je suis en situation de surendettement puisque plus des 3/4 de ce que je fais rentrer sur mon compte bancaire part directement dans le remboursement d'impôts. Pas d'impôts, de prêts. Aujourd'hui, c'est 3/4 de nos revenus. On est endetté à 75% de la hauteur de ce qu'on peut payer. Voilà. Alors après, tu payes au kilomètre, hein. Faut savoir ça aussi. Si t'as pas le droit de racheter à ta boîte parce que c'est de l'abus de bien social, mais que tu peux le vendre à un particulier, comment tu récupères la... En fait, t'as pas le droit de vendre, t'as pas le droit de dévaluer un véhicule. Genre, tu peux pas... Moi, je suis une société de production audiovisuelle. Société de production audiovisuelle n'a pas le droit d'acheter une voiture à 10 000 euros pour me la revendre à 1 000 euros. C'est de l'abus de bien social. C'est abusé, parce que ça correspond pas au prix du marché. Mais en l'occurrence, si un concessionnaire te cède une voiture à 1 000 euros à ta société a le droit de te la vendre à toi en tant que particulier à 1 000 euros. Parce que ça fait... la société n'est pas lésée dans l'histoire. La société gagne ce qu'elle perd. Il sort autant que ce qui est rentré. Enfin, il rentre autant que ce qui est sorti, en l'occurrence. Donc, dans ces cas-là, c'est pas de l'abus de bien social. En tant que particulier, je peux monter une société en auto-entreprise et faire un LOA. Non, tu n'as pas le droit parce que les auto-entreprises ne peuvent pas déduire de charges de leur bilan. Tu peux pas. Alors, il faut bien comprendre qu'une auto-entreprise, une autre entreprise, ce n'est pas une société à part entière. Votre patrimoine et celle de votre auto-entreprise sont confondus. Ce qui fait que si demain vous vous retrouvez à ne pas pouvoir payer des factures en auto-entreprise, on peut venir saisir vos meubles pour les payer. Ce qui n'est pas le cas avec une SARL, une SAS, une ESA, une URL, etc. Non, il faut vraiment une vraie société. Avec moi, par exemple, je suis en... Et c'est un modèle de société qui coûte plus cher d'ailleurs que beaucoup d'autres modèles de société. Je sais pas en quoi Bidouille est, par exemple. Je sais que Bidouille est... Je crois qu'on a le droit de le dire, mais t'es aussi chez le garde. Si jamais j'ai pas le droit de le dire, je le retirerai de la VOD, hein, bien sûr.
Tu n'as peut-être pas le même modèle de société que moi. Moi, par exemple, je suis en SA, moi. Je suis en société... Je suis en SAS même. Société par action simplifiée. Et il faut 2 ans de bilan. Il faut quand même 2 ans de bilan, il faut quand même un bilan positif. Sachant que ça dépend des modes de rémunération et ça dépend des fonctionnements. Moi, la SAS, c'est pratique pour plein de trucs. C'est pas pratique pour me rémunérer. Ça coûte beaucoup plus cher de se rémunérer quand on est en SAS. C'est beaucoup plus de cotisations. Mais il se trouve que moi, je ne me paye pas. Puisque j'ai pas les moyens de me payer. Donc pour l'instant... Et mes revenus sont de sources annexes. Donc moi, je touche surtout de l'argent en autorat, en droit d'auteur. Ce qui fait que de toute façon, moi, je suis pas payé en tant que gérant d'entreprise. Est-ce que je peux acheter les actions de ta société? Non, parce qu'elles ne sont pas à vendre. Si tu es inscrit au greffier du tribunal de commerce, je ne crois pas que ce soit problème d'en parler. Oui, mais il y a des créateurs qui n'ont pas envie qu'on dise qu'ils s'occupent de leur compte, et ce que je peux comprendre. Une coopérative ne serait pas envisageable, ça ne change pas grand-chose. Alors après, il peut avoir, ça je l'ai appris par l'avocat, il peut avoir la notion de confusion de patrimoine. C'est-à-dire que si jamais on n'arrive pas à distinguer, si le législateur, en cas de litige, n'arrive pas à distinguer ce qui relève du patrimoine de votre entreprise, de votre patrimoine personnel, parce que vous utiliseriez les moyens de l'un pour subvenir aux besoins de l'autre, dans ce cas-là, il y a une confusion des patrimoines. Dans ce cas-là, effectivement, on peut venir, par exemple, chercher vos meubles si jamais vous ne payez pas vos factures de société. Mais de ce que j'ai cru comprendre, c'est compliqué à mettre en place, et le temps que tu ailles au tribunal pour le faire, la personne a largement le temps d'organiser son insolvabilité et de clôturer ses comptes. C'est précisément ce qui est arrivé à l'artisan que j'avais commencé à poursuivre. Bonsoir Fang, merci pour le raid. Alors non, tu n'as pas le statut de salarié, tu as le statut de assimilé salarié, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Par exemple, tu n'es pas éligible au chômage. Enfin, en tout cas, les conditions sont extrêmement restrictives. Il a fait quoi l'artisan? Bah, il s'est barré avec 8000 euros, il a jamais fait les travaux. Monsieur Bidouille d'ailleurs, es-tu encore là, monsieur Bidouille? Pardon, je suis désolé, mais en fait, j'utilise un système dont tu m'as parlé à Frames l'année dernière et j'aimerais que tu m'aides. Tu te souviens, tu me parlais des panneaux Newer avec l'application pour contrôler la couleur. Du coup, je t'ai écouté, je les ai mis en Bluetooth et c'est ce que j'ai fait. Je t'ai écouté, j'ai utilisé ça. La question que je me pose, et ce que je n'ai pas réussi à faire probablement parce que je sais pas, je suis vieux dedans, c'est est-ce que tu peux créer des groupes? Alors, créer des groupes, tu peux, ça c'est sûr. Mais créer des groupes où en fait ça décide que le panneau gauche il sera rouge et le panneau bleu il sera rouge, en gros comme pré-config. Parce que moi par exemple quand je crée des groupes, ça veut changer toutes les couleurs de tous les mêmes panneaux en même temps. Genre celui-là et celui-là sont en groupe, mais quand je modifie le groupe, ça les passe tous les deux de la même couleur. Ça synchronise leurs couleurs. Est-ce qu'on peut créer des presets où je peux décider que celui-là il est ceci, celui-là il est ceci, celui-là il est cela, et comme ça me fait une scène vraiment preset. Parce que ça je n'arrive pas à le faire. Je ne sais même pas si on peut le faire. Et du coup, je dois le faire à la main à chaque fois, ce qui fait que la colorimétrie d'une VOD à l'autre n'est pas toujours la même. Ceci est ma question. Je sais que tu ne travailles pas chez Newer, mais voilà, si tu as une réponse. J'en profite pour faire du SAV tout à fait personnel. En tout cas, j'ai pas trouvé. Voilà. J'ai pas eu ce problème là, vu que mon setup est principalement fixe des os. Putain de merde. Ah, tant pis. C'est ça de t'écouter, hein. Je t'écouterai plus. Monsieur Bidouille ici, donc je recommande le travail évidemment, bien sûr. Et allez voir Monsieur Bidouille, hein. Je vais mettre VIP, tiens. Hop. Comme ça, il va se sentir obligé de revenir.
Le youtubeur des manches à balai. Pour moi, c'est le youtubeur de l'industrie. Hein. Pour moi, c'est le lobby de l'industrie, monsieur Bidouille. Là, il va y avoir les contrats d'armement là, qui vont se multiplier avec l'augmentation des dépenses du PIB et l'armement. J'ai vu que ça pourrait devenir le premier budget de la France, l'armement, d'ici 2030. Figurez-vous. Trop bien ton dernier flux. Ah oui, on s'abonne à des flux. Chacune des lights est reliée au même compte. Si tu crées 2 comptes et que tu rattaches tes lights à un compte différent. Je sais pas. Je sais pas comment ça marche. J'adorerais vous dire oui, non, je comprends même pas ta question. C'est juste que, regardez. Là, vous avez vu, j'ai mes 3... Alors, ils sont flous, mais j'ai mes 3 panneaux qui sont nommés en fonction de la position où ils sont. Donc, comme ça, en fait, quand j'arrive, ce que je peux faire, c'est que je peux les éteindre manuellement. Je vise droit. Merde. Genre... Putain. Hop. Je peux le rallumer. Et je peux aussi tout éteindre d'un coup. Ça d'accord? Et ensuite, j'ai des scènes. Mais le truc, c'est que si jamais... Bon, là, ça a changé. Bon, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé. Putain, ça se trouve, c'est ça. Écoute, j'y comprends rien. Bon, j'ai changé la lumière. Entre-temps, c'est pas grave, je la rechange pas. Je sais pas ce que j'ai foutu. Mais il faut que je me renseigne parce que je suis en train de préparer le setup pour le Major et voilà. J'étais au resto tout à l'heure, 2 personnes à côté étaient en date. Une des 2 a essayé d'expliquer le contenu de ta chaîne à l'autre et la vidéo sur l'académie. Faut pas faire ça. Alors, si je peux me permettre. Voilà, c'est important qu'on prenne ce temps pour le faire, mais vous savez, vous avez peut-être des problèmes sociaux comme moi je peux en avoir aussi. Vraiment. Mais ne commencez pas au premier date à parler de votre youtubeur préféré, surtout si c'est moi. Déjà parce que je suis pas le plus vendeur, je suis pas le plus facile à expliquer, et ma croisade contre l'Académie française, pas sûr que ça intéresse la personne que vous vouliez pécho le soir même. Si la personne me connaît, cool, ça peut être un sujet de conversation. Si elle me connaît pas, dis-lui plutôt, je te montrerai. Mais c'est pas la vidéo qui va vous permettre de baiser le soir même. Pas du tout. Genre, vous lui mettez la vidéo sur le mérite ou j'en sais rien, ciao. Hein. À la limite, faites-lui découvrir les podcasts de cul qu'on fait avec ma femme. Sexe social. Là, peut-être. Mais bon. Je pécho que des gauchias neuroatypiques LGBTQIA+, donc franchement, ça passe. Mais même... Parlez-leur de votre collection de timbres ou de votre passion pour les trains. Ça, c'est plus friendly que votre streamer préféré en train de doomer toujours sans arrêt sur l'état de la gauche dans ce pays. C'est clairement un moyen de trouver la bonne ou le bon. J'en doute. Bon. C'est des panneaux newer. Ça s'écrit d'une façon que je ne pourrais même pas vous dire, mais je sais qu'il y a au moins 3 ou 4 E là-dedans. Parlez-leur de l'Empire austro-hongrois, qui se fait beaucoup défoncer dans mes parties de repas. D'ailleurs, je vais relancer une run Victoria 3 pour essayer de faire le Tanzimat. J'en peux plus, là. D'avoir foiré le Tanzimat, ça m'a mis le seum. Ma passion, c'est Pokémon. Ben vas-y, voilà, parle. Tu connaissais l'anecdote de Lipoutou? Voilà. Parce qu'en fait, Lipoutou, à la base, un peu raciste quand même, il était pas violet. Je pécho rien au final, donc c'est pas grand chose. Alors, si vous allez dans la rue et que vous ne comptez même pas pécho et que vous parlez de moi à des gens que vous ne connaissez pas, arrêtez aussi, arrêtez, ne le faites pas. Ne le faites pas du tout. Ou alors envoyez-leur des vidéos sexe social, c'est à la limite, mais bon, ça peut passer pour quelque chose de creepy.
D'ailleurs, vous le voyez pas, mais j'ai changé de caméra. On a investi pour le sexe social qui revient très bientôt, bien sûr, promis. On a investi. On a investi dans de la déco. Alors, j'ai pas trouvé la version bretonne. J'ai juste trouvé la version Wokistan. C'est tout. On en a acheté deux. On a acheté le drapeau LGBT là, avec les bandes de couleur et le drapeau bisexuel. Voilà. C'était un acheté et l'autre offert. Allez hop. J'ai remarqué qu'un vrai test pour une date, c'est de demander à la personne ce qu'elle pense des personnes trans. Ce qui est une question pertinente, notamment si tu es trans. Ou si tu aimes le divertissement. Parce que alors, les réponses... tout le monde... Il y a un travail à faire, souvent. Mais j'ai remarqué, je vais pas vous mentir, moi j'évolue dans des milieux où des fois, les gens ils disent « Bon, les gays, il n'y a pas de problème. » Parce qu'ici, ils sont faits, en fait. Ils avaient un problème il y a 20 ans avec eux, mais maintenant ils n'en ont plus. Les gays, il n'y a pas de problème, mais les trans quand même. Et en fait, quand c'est des gens que t'aimes bien, et qu'ils t'aiment bien, et que tu les travailles un peu au corps sur le temps, ils finissent un peu par, vous savez, comme la thérapie chez l'allergologue, par être désensibilisés. Comme si tu leur faisais des injections toutes les semaines, et au bout de quelques temps, ils sont plus allergiques. Voilà. C'est comme ça, voilà. C'est comme ça que j'opère. J'aime trop parce que généralement, c'est les gays, ok, mais les trans, après, ils balancent tout ce que t'as entendu sur les gays il y a 10 ans. 100%, toujours ça. Non mais carrément. Clairement. Surtout qu'on n'oblige personne à devenir trans. On n'oblige personne non plus à sortir ou à coucher avec des personnes trans. Et a priori, les personnes trans en France, c'est quoi 60 000 personnes, je crois, selon les dernières stats. Franchement, à voir, mais je pense qu'il y a moins de trans en France que d'aveugles, hein, par exemple. Genre, bon, pas que les aveugles soient un problème, hein, mais c'est un phénomène qui ne concerne effectivement pas grand monde et qui, du coup, quand on parle de lobby trans, blablabla, moi ça me fait rire. Déjà, quand t'es 60 000 à partager une passion pour monter des associations, et il y a bien 60 000 personnes fans de train en France, voire plus, et des associations de modélisme ferroviaire qui tiennent la route, il n'y en a pas beaucoup, quoi. C'est pas avec ça qu'on arrivera à faire un travail de lobbyisme, hein. C'est pas avec ça qu'on arrive à faire une ligne entre Fougères et Caen, quoi. Alors bon, moi, si les trans, ils ont ce pouvoir, qui nous explique. Mais il y a ce truc de, c'était comme un peu avec les juifs sous l'Allemagne nazie, je dis ça parce que j'ai regardé un documentaire là-dessus, chez Hitler, les juifs, ils étaient à la fois insignifiants, décadents, etc., et en même temps surpuissants. C'est quand même malgré eux qui tenaient toutes les rênes. Alors c'est pour vous dire si les autres étaient mauvais. Donc bon. On en a à foutre les gens. Mais oui, faites ce que vous voulez. Baisez tous allègrement. Ne baisez pas si vous n'avez pas envie. Sortez ensemble, à 2, à 3, à 5. Ayez des enfants. Tant que vous leur donnez de l'amour, tout ira bien. Faites votre vie. Soyez heureux. Franchement, la vie est trop courte pour vous poser trop de questions. Soyez heureux, les gens. Je sais que c'est facile à dire. C'est une injonction vraiment facile. Mais franchement... Il y a une vraie pipeline que j'essaie de faire comprendre aux meufs de mon entourage, c'est transphobie égale homophobie égale misogynie. Ouais, c'est un travail, hein. Ouais. Faites ce que vous voulez. Oui, mais après, ils inventent des mots parce qu'ils aiment bien faire des catégories. Je fais, bah oui, je sais bien que les catégories, elles sont toutes imparfaites. Et oui, la segmentation, elle est souvent arbitraire, parce qu'en fait, quand tu décides de prendre un arc-en-ciel et que tu coupes au milieu d'une couleur pour décider qu'à gauche c'est une couleur et qu'à droite c'est une autre couleur, bah alors qu'en fait, bah au milieu aussi c'est une couleur en tant que telle, bah oui c'est compliqué, mais bon, il faut bien commencer par quelque chose, par quelque part, et si ça peut faciliter aux gens
l'idée de se sentir reconnu, identifié, et si ça peut leur permettre aussi d'avoir des mots-clés à taper sur Google pour juste tomber sur des gens qui vivent la même chose qu'eux, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Voilà. Personne ne vient faire chier, j'en sais rien, moi. Parce que j'essaye de trouver une profession qui est... Genre, personne ne vient faire chier les tourneurs-fraiseurs qui se disent alaiseurs, quoi. Mais oui, oui, mais en fait, les alaiseurs, c'est quand même des tourneurs. Oui, ben d'accord, et alors? Ils sont aussi alaiseurs. C'est très spécifique dans l'industrie, parce que alaiser et tourner, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais l'alaisage se passe, en tout cas, peut se passer dans un tour. Voilà. Tapez alaisage, si jamais vous ne savez pas ce que c'est. Voilà. J'ai vu un post sur Reddit de pourquoi quand on dit aux gens qu'on n'a pas la télé, ils pètent tous une durite. Je suis en mode, bah ça dépend comment tu le dis. Moi j'ai la télé, je regarde la télé, puis des fois quand on me dit, je fais putain j'ai vu ça à la télé, puis qu'on me dit, ah bah moi j'ai pas la télé. Je fais d'accord, et tu mets une baffe dans la gueule? Non, je réponds pas ça, mais je suis en mode, est-ce que, en fait, je regarde pas toute la télé non plus, tout le temps, en fait, tu vois, genre, donc, est-ce que la personne te dit non, je n'ai pas pu voir parce que je ne possède pas de télé à une époque où toute la télé est sur Internet? Alors, la moitié de la télé maintenant en rediff sur YouTube. Ou est-ce que c'est juste quelqu'un qui veut dire oh non, moi tu sais, moi je sais pas la télé. Les seules choses qui m'intéressent, ce sont les documentaires Arte et on les a dispo 90 jours après leur publication sur la chaîne d'Arte FR. C'est le seul contenu que je consomme. J'en avais parlé avec des gens d'Arte, où quand on demande aux gens ce qu'ils regardent, ils disent tous qu'ils regardent Arte, et quand tu regardes les audiences de Arte, si jamais ils font 1.5 d'audience une soirée, ils savent le champagne, vraiment, donc c'est incroyable. Moi, je regarde très peu Arte, hein, je vais pas vous mentir, je regarde vraiment pas du tout Arte, et pas souvent. Une des chaînes que je vais le plus regarder, c'est la chaîne des patrons. Moi, j'aime beaucoup, j'en ai déjà parlé plusieurs fois ici, la chaîne des patrons, j'ai une passion pour la chaîne des patrons. Alors, il y a plusieurs chaînes des patrons, toutes les chaînes sont un peu les chaînes des patrons, mais M6, c'est vraiment la chaîne des patrons. Encore la dernière fois, Etchebest, là, qui gueule sur son cuistot, et après on apprend qu'en fait, il paye pas les cotisations sociales ni les salaires. Ouah. Et qu'ils font, mais c'est lui le patron! C'est à toi de remettre, c'est à toi de prendre les décisions. Il y a un moment, il pose la question de qui préfère faire quoi, être en salle ou être à la cuisine. Et Etchebest, il pète une urine, c'est pas à eux de choisir, c'est toi le patron. Bah, peut-être qu'on gagnerait en efficacité si chacun faisait un travail qui lui plaisait. Peut-être. Voilà, c'est une suggestion. Le journal de M6, il est incroyable. C'est un délire, vraiment. On sabre le champagne. On sabre tout. Mais donc c'est intéressant. Alors il m'arrive des fois de regarder des docus Arte. Ça m'est arrivé il y a pas très longtemps. J'ai regardé un docu sur les courses de pigeons. C'est un scandale. Ça devrait être interdit. Alors il y a des gens, ils sont super fans. Et après, du coup, ils passent leur vie et vraiment, ils dédient une partie de de tous leurs moyens, etc., à élever des pigeons. Et après, ces pigeons, ils les envoient en Afrique du Sud pour faire la course la plus importante de pigeons, où c'est même pas eux qui vont, ils doivent payer les frais. Et ils doivent envoyer à peu près 80 pigeons, parce que t'es à peu près sûr que la moitié vont mourir juste des conditions de nourrissage, d'élevage, du fait qu'il y ait des prédateurs, du fait qu'ils connaissent pas le climat, etc. Et ils leur font faire des courses de zinzin qui n'ont aucun sens. Ils passent dans des orages, ils se perdent. Parce que les pigeons, ils retournent toujours à l'endroit où ils sont censés retourner, mais qu'il y a une bonne partie qui se paume à chaque fois. Hein. C'était un délire. C'était vraiment un délire sur la course de pigeons. Moi, j'ai lu ça, j'ai perdu foi en l'humanité.
La chaîne des patrons, c'est pas BFM Business. Alors BFM Business, c'est la chaîne des grands patrons, je dirais, alors que M6, c'est la chaîne des petits patrons. Moi, je vais pas vous mentir, Arte, par exemple, tout ce qui concerne la bouffe, tout ce qui est un peu le sanitaire, la santé, l'écologie, je me méfie énormément. Des fois, les sujets sont anglais de manière pas très consciencieux. C'est pas très consciencieux. Mais figurez-vous qu'on avait eu le problème sur une saison du Vortex. Je ne sais plus concernant quelle vidéo. Je crois que ça concernait Valentine, mais je ne suis pas sûr. Ou quelqu'un d'autre. Où, vous savez, du coup, il y a aussi quelqu'un, un journaliste scientifique qui réalisait aussi les vidéos à Arte et qui avait retoqué des trucs quand ça parlait de nucléaire. Ah oui. Il y avait des choses qu'on n'avait pas trop le droit de dire. Fallait pas dire que le nucléaire, par exemple, ça avait un faible bilan carbone. En fait, il fallait pas qu'on puisse faire passer le nucléaire pour quelque chose de positif. Parce que le nucléaire, c'est pas bien. Voilà. Il y avait un peu cet enjeu. Je crois que c'est sur le nucléaire. Donc là-dessus, il fallait y aller mollo. Je sais plus c'était pourquoi ça je dis ça, mais je me souviens plus exactement. Il y avait des choses sur lesquelles il fallait être tranquille. Je vous rappelle que BHL est au conseil supérieur d'Arte. Hein. Enfin, BHL fait partie des patrons d'Arte. Hein. Je crois qu'il y avait une histoire d'ailleurs avec Monsieur Phi aussi pour le Vortex. Sur le fait que, je sais plus exactement, mais que ça avait joué, qu'on lui a dit ça évite, ça évite, ça évite. Une ligne Greenpeace, ouais, un peu. Bah, oui, bon, ça vous allez pas l'apprendre. Une ligne, bon, très honnêtement, sans vouloir donner dans les clichés, un peu bobo parisien, qui adore la nature, mais qui ne la voit que 2 semaines par an quand il part en vacances. Quoi. Bon, il y a un peu ce tropisme chez Arte, mais je pense qu'ils en sont conscients aussi. Après, Arte en Allemagne, doit être un quart de l'audience en France. Hein. Non, c'est pas une ligne anticapitaliste. Non, parce que quand on est trop à gauche, c'est trop politique. Faut pas non plus que ce soit trop politique. Après, il y a à boire et à manger, en fait. C'est un peu comme Cache Investigation, par exemple. Cache Investigation, il y a des trucs où c'est vraiment bien foutu, et des trucs où c'est anglais de manière catastrophique. Voilà. Il y a aussi effectivement, moi sur les questions de santé et sur les questions de bouffe, on le voit. Il y a ce truc de et c'est marrant, je me posais la question d'en faire un sujet. Je me posais la question de faire une vidéo sur le jardinage, figurez-vous, parce qu'on associe jardinage avec connexion avec la nature, travail du sol avec les mains, connexion avec la terre, donc quelque chose de positif. Là où l'agriculture, c'est la version industrielle, la version avec les produits, c'est celle qui empoisonne, etc., etc. Il se trouve que, et je vais pas vous l'apprendre, ça j'en avais parlé avec une pote qui est agricultrice, elle disait mais les particuliers ils balancent des trucs dans leur sol, ils savent même pas ce qu'ils lancent, ils savent même pas ce qu'ils mettent pour traiter. Tout ça parce qu'on leur a dit en rayon jardinerie, ouais vas-y Michel, la dose de référence c'est ça, ils font x3 sur la dose. Et à la fin, ils s'empoisonnent en bouffant des salades qu'ils ont fait pousser dans leur jardin, dans un terrain qui peut potentiellement être mal travaillé, dont ils ont peut-être détruit la vie du sol, etc. Alors qu'en parallèle, il y a des pratiques d'agriculture industrialisée qui peuvent respecter la pédofaune. Bon, je dis pas que c'est la majorité, hein, je dis pas que c'est systématique, mais il y a plus de contrôle en tout cas. Et en fait, il y a quelque chose de profondément culturel dans cette idée de jardinage, activité personnelle, etc. bien, respect de la nature, là où agriculture, destruction de la nature. Alors qu'en réalité, enfin moi j'ai grandi à la campagne, vous savez,
Mon grand-père, il labourait 4 fois par an. 4 fois par an, il labourait, mon grand-père. En termes de travail du sol, en termes de vie du sol, c'est désastreux. C'est désastreux de labourer 4 fois par an. C'est un délire, faut pas faire ça. 1 fois par an, max. Ouais, 2, allez, à la limite. La pédofaune, c'est la faune du sol. Dans le sol. Merci Florie-Marie pour le raid. Il balançait tout au phytosanitaire. Il mettait du phytosanitaire partout. Vraiment. Il m'énerve les agris, tu fais 1 mètre carré, tout crève. Ils font pousser 30 hectares au calme. Ouais, bah c'est clair. En ce moment, ils sont en train de choler ici d'ailleurs. La monoculture est quand même par essence très nocive. Alors oui, la monoculture, c'est vraiment pas bien. Mais si je peux me permettre, beaucoup de ceux qui font des plantations du jardin à la maison, ça a un peu évolué récemment, font de la monoculture aussi. Et notamment, là, durant cet été, enfin, ils vont planter des rangs de tomates, comme ça, là. Tu vas avoir 4 ou 5 rangs de tomates. Alors, bien sûr, on n'est pas du tout sur des échelles industrielles. Mais en fait, c'est juste pour dire que il n'y a pas travail de la main de ton côté tout seul avec ta bite et ton couteau, du coup c'est bien et ça respecte la nature, et de l'autre côté un truc qui respecterait pas, parce qu'en fait, si tu laboures 4 fois par an, tes vers de terre, tu les défonces. On a utilisé beaucoup de produits, maintenant il y en a beaucoup qui sont interdits, mais beaucoup de produits pour désherber, ou pour, par exemple, il n'y a quasiment pas de désherbage aujourd'hui en agriculture, et bon, ils labourent. Voilà, ils labourent et bon, ils épandent aussi, machin, mais alors du désherbage chez les particuliers, les produits que t'achètes, les mélanges que les gens y font. Ouais, il y a plein de particuliers qui vont dans des boutiques d'agriculteurs ou sur internet pour commander des trucs qui sont interdits à la vente aux particuliers, mais autorisés aux professionnels. Ça, mon père, il mettait du Roundup partout. Partout, partout, partout. Donc moi, ça me désespère. Moi, j'arrive à rien faire pousser ici. Hein. Moi, dès l'instant que j'essaie de faire pousser, putain, là, j'ai des salades qui sont sorties depuis 10 jours. Je suis pas allé voir aujourd'hui, mais ce qu'il y a plus, je suis sûr qu'il y a plus rien. Je suis sûr que les limaces ont tout bouffé. Ça me désespère. Hein, mais bon. Pour revenir à Arte, ou même pour, en vrai, globalement, même la télé publique, il y a un peu un angle New Age sur pas mal de sujets qui concernent la santé. Alors pas toutes, par exemple, le magazine de la santé, c'est un truc qui est carré, quoi, y a pas de problème. Mais industrie ne veut pas dire forcément mauvaise pratique. En fait, le problème, c'est pas l'industrialisation. Le problème, c'est... en vrai, je pense que l'un des gros problèmes, je suis pas nutritionniste, mais c'est la question de la conservation. Enfin, souvent, quand même, l'enjeu, c'est la question de la conservation, donc des conservateurs, pour que les aliments ne périclitent pas. Mais je disais, dans le Rustica du mois, figurez-vous que, par exemple, il y a plein de choses, il y a plein de gens qui font pousser des trucs chez eux où c'est plutôt déconseillé. Et en fait, par exemple, ce qui est conseillé, ce que personne ne ferait, il faudrait que je le fasse, c'est de prendre un échantillon de ton sol et l'envoyer en laboratoire pour vérifier que ton sol n'est pas pollué. Parce que si ton sol est pollué, il faut faire pousser hors sol. Et en fait, il y a énormément de sols qui ont été pollués et qui le sont durablement pour tout un tas de raisons. Hein. Et j'insiste sur une chose, c'est qu'en France, on s'en sort vraiment bien. Sur la question des conservateurs, sur la question de la qualité des aliments. On est en train de s'américaniser, c'est sûr, mais pour l'instant, on s'en sort plutôt bien quand même. On est l'un des pays d'Europe où la nourriture est de meilleure qualité, quoi. Voilà. Ça coûte cher une analyse,
Moi, j'avais dû faire une analyse de sol ici pour les questions de fausses sceptiques. Mais je crois que sinon, c'est dans les 80 euros, un truc comme ça. Je crois que j'avais payé quelque chose comme ça. Analyse du sol. Je crois que j'avais payé dans les 80 balles. Faut carotter. En fait, alors, moi, c'est quelqu'un qui t'a vu, mais c'est quelqu'un qui vient qui carotte à plusieurs endroits dans ton terrain. Monté disait que les analyses de sol, c'est facilement falsifiable. Oui. Alors, j'ai pas dit ça exactement. J'ai dit que j'ai parlé avec plusieurs personnes du secteur du BTP et que contre un chèque, selon deux personnes que je connais qui travaillent dans la question de l'assainissement individuel, contre un chèque, parce que du coup, vous savez que vous devez faire une analyse du sol pour pouvoir ensuite demander une analyse à la SPANC, transmettre à la SPANC pour que la SPANC vous dise c'est tel type d'assainissement individuel dont tu as besoin quand tu as un assainissement individuel, ce qui est mon cas. Il se trouve que des fois, contre un chèque ou contre un bifton, tu peux forcer le diagnostic. Voilà. Ce qui est une pratique qui n'est pas rare. Et ce qui est une pratique... J'en reparlais tout à l'heure avec mon voisin, parce que mon voisin, il a emmerdé, sa fosse septique est surélevée, et son... Non, sa fosse septique est enterrée dans un creux, donc il y a toute l'eau qui tombe dessus. Et son épandage est surélevé, donc c'est vraiment foutu à l'envers. Et le gars de la SPANC qui était venu m'a dit, mais comment il a fait pour avoir son agrément, lui? Bah, il était artisan, et il connaissait le gars qui est venu, et ils se sont arrangés, quoi. Voilà, c'est tout. Yuka, c'est vraiment bien pour se rendre des produits qui sont plein d'additifs, au contraire, s'en sortent bien. Après, Yuka, il y a plein de tropismes aussi, et il y a eu pas mal de questions sur le fonctionnement de l'application, et sur des fois des notes qui pouvaient relever plutôt de la croyance que vraiment de ce qui a été démontré. Par exemple, la question du glutamate. C'est une question dont ma femme a parlé à plusieurs reprises sur le glutamate, et donc du coup, un tropisme, ça veut dire être attiré par quelque chose, enfin, se diriger vers. Par exemple, on parle d'héliotropisme pour les vieux qui déménagent dans le sud, parce qu'ils sont attirés par le soleil. Pour le DPE, clairement, ça se falsifie. Oui, ça, voilà. Du coup, je sais plus du tout ce que j'allais à dire. Je sais plus du tout dans quoi j'étais. Oui, ma femme me parlait du glutamate, pardon. Le glutamate a assez mauvaise réputation en France. Le glutamate de sodium, je crois que c'est comme ça son nom. Glutamate monosodique, c'est ça, ou glutamate de sodium, qui est quelque chose qu'on trouve beaucoup, notamment dans la cuisine asiatique. Et pendant très longtemps, on est en mode, oui, mais en fait ça rend la saveur umami. C'est pas sacré, ni sucré, ni umami. Et il avait été question de, en fait, c'est pas bien, c'est un additif vraiment pas bien du tout, etc. Mon Dieu, c'est caca, surtout pas utilisé, etc. Et alors, je veux pas vous dire, je me souviens plus exactement de l'histoire, mais qu'en gros, il y a eu un peu ce préjugé raciste aussi de se dire que ce truc-là dans la cuisine asiatique, très utilisé dans la cuisine asiatique, c'était un truc qui était mauvais par naissance, sans que ça puisse être vraiment démontré. Et je crois qu'aujourd'hui, globalement, c'est comme le sel, quoi. Il faut pas en manger trop, mais je ne crois pas que ce soit aussi dangereux que ce qu'on a pu dire à l'époque. Et d'ailleurs, je crois même qu'aujourd'hui, le glutamate est utilisé comme alternative au sel pour les gens qui sont sujets à l'hypertension artérielle ou aux maladies cardiovasculaires. Mais ça, c'est de mémoire de ce qu'on m'avait dit. Mais en tout cas, il y avait cette idée de... par exemple, il y a eu la même chose sur l'aspartame, sur la question de l'aspartame. L'aspartame considéré comme cancérigène avant qu'on puisse vraiment démontrer le fait que ça le soit, et a priori ça ne le serait peut-être pas. Et j'ai même vu sur la viande rouge. Il paraît que la viande rouge, sur les méta-analyses, on n'est pas tout à fait certain que la viande rouge ce soit vraiment cancérigène. La charcuterie
est un cancérigène avéré, je crois que le classement de la viande rouge, c'est un cancérigène probable. Mais comme le thé ou le café, par exemple. Je crois que ça, pas qu'on est revenu dessus, mais qu'en fait, ce serait pas la question de la viande rouge le problème, ce serait la question du mode de cuisson de la viande rouge qui souvent, donc par exemple faire un jarret à la vapeur ou à la cocotte, globalement c'est pas trop problématique, alors que le problème c'est de faire griller des steaks à la flamme. Ça j'ai lu ça hier ou avant-hier. Donc en gros il y a des choses sur lesquelles on est en train de, on se pose des questions, quoi. On se pose des questions, voilà. La dose fait le poison. Bah bien sûr, la dose fait le poison, bien sûr. La dose fait le poison, ce qui des fois est délirant, parce qu'on dit ils ont retrouvé des traces de ceci ou de cela, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? On a trouvé des traces de ceci ou de cela. En fait, ce qui est dans la charcuterie cancérigène a priori avérée, c'est les nitrites de sodium, je sais plus, le truc du conservateur. Là. Et j'ai vu qu'il y avait un débat sur la salade. Il y avait un débat sur la salade. Est-ce que la salade c'est plutôt bon ou plutôt favorisant ou plutôt est-ce que ça aide à lutter contre ou est-ce que ça favorise le cancer? J'ai vu qu'il y avait un débat sur la salade, sur la question des nitrates. Parce que la salade, ça fait des nitrates, je crois, dans la bouche, au contact de la flore de la bouche. Je sais plus exactement, mais et du coup il y avait la question de savoir est-ce que c'est plutôt bénéfique ou est-ce que c'est plutôt pas bénéfique, voire potentiellement il faut pas en manger de trop. Et ben, ce que j'ai cru comprendre, c'est une question plutôt ouverte actuellement. Il n'y a pas un effet cocktail possible, même à faible quantité. Il y a toujours des effets cocktails possibles, oui. Le thé, c'est surtout qu'il est préparé souvent trop chaud. Alors, il y a la question de la chaleur, mais il y a même la question de la théine et la caféine sont des excitants euh, et qui ont un impact sur votre fonctionnement métabolique aussi. Mais bon. Sur la dose, c'est très souvent faux. Même de petites doses peuvent être négatives. Par exemple, les radiations, les cigarettes, etc. Alors, de ce que j'ai cru comprendre sur le tabac, parce que je lisais encore hier sur le tabac, la moitié des cancers évitables en France, c'est le tabac. Et un peu, c'est déjà trop. Ça, c'est comme l'alcool. L'alcool, c'est la deuxième source de cancer évitable en France, sachant qu'une bonne partie des gens ne meurent pas de cancer liés à l'alcool quand ils sont alcooliques, ils meurent d'autres causes liées à l'alcoolisme qui ne sont pas des cancers. Mon père, par exemple, et il a survécu, il a eu de la chance parce qu'il y avait quelqu'un à ce moment-là, mon père a fait une rupture de varices œsophagienne, il a fait une hémorragie. C'est pas un cancer. Il a fait une hémorragie à cause de l'alcool. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez avoir des veines dans le cou qui explosent quand vous buvez trop et que vous êtes alcoolique. Notamment des varices dans le cou. Parce que votre foie n'arrive plus à tanker l'alcool. Vous pouvez mourir d'accident de la route, par exemple. L'alcool est très souvent impliqué. Vous pouvez mourir de violence, vous pouvez mourir d'accident, etc. Bref, peu importe. Un peu d'alcool, c'est de toute façon déjà toxique. Voilà. Je crois que la limite, je crois que c'est de conseiller, je crois que c'est. Alors on avait regardé, c'était un peu plus, mais j'avais lu moi que 8 doses d'alcool par mois, c'est bien de ne pas en avoir plus. Et vaut mieux qu'elle ne soit pas consécutive en nombre de jours, en jours, et qu'elle ne soit pas. Et potentiellement, vaut mieux en avoir. En gros, ce que j'avais lu, c'est vaut mieux avoir deux moments dans le mois où vous buvez 4 doses que 8 doses de suite, quoi. Genre une dose par jour pendant 8 jours. Mais là-dessus, bon, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup comment dire, de pincettes qui sont prises, parce que j'ai l'impression que dans les directives, ça essaye de ménager quelque chose dont on sait que c'est toxique, tout en essayant de dire aux gens, vous pouvez quand même boire parce que la question culturelle rentre en jeu, et que pour des raisons culturelles, on va pas vous y interdire. Donc limitez-vous à tant de doses par mois. Mais j'ai l'impression que ce seuil de dose, c'est une espèce comment dire, de négociation entre ce qui est trop et ce qui n'est pas assez. Enfin, ce qui est trop d'un point de vue de santé, ce qui n'est pas assez d'un point de vue social. Voilà, pour être plus précis. J'ai l'impression que et bien sûr, il y a le lobby du vin. Bon, ça, je vais pas vous l'apprendre. Hein.
Donc tout ça est super intéressant et moi je trouve que je n'ai confiance dans pas grand chose de ce qui traite des questions de santé et de nourriture dans les documentaires grand public, très honnêtement. J'ai assez peu confiance. Et par exemple, beaucoup de gens aussi ignorent des trucs très bêtes. Par exemple, si jamais vous faites un plat au vin, vous cuisinez un plat au vin, vous pouvez le consommer même si vous êtes alcoolique. Il n'y a plus d'alcool dedans. L'alcool s'est évaporé. Si jamais vous faites un coq au vin, il ne restera plus d'alcool à la fin de la cuisson, théoriquement. Hein. Ça, par exemple, beaucoup de gens, j'ai l'impression, ne le savent pas, l'ignorent. Mais l'alcool dans les pâtisseries, ça, par contre, faut arrêter. C'est faux, il en reste pas mal. Ah ouais? Bon, bah, c'est moi qui dis des bêtises. Il en reste encore un peu. Ok, moi, j'ai rien dit. On surestime énormément l'évaporation. J'imagine que ça dépend des plats, non? Genre les plats qui sont mijotés 8 heures, 6 heures. Après, moi, quand je vous fais un coq au vin, souvent, c'est des... Quand je fais des... Alors, je sais pas comment vous faites, mais moi, quand je fais des plats en sauce, souvent, c'est 2 cuissons. Une première et une cuisson pour réchauffer, pour manger. Qu'est-ce que vous faites? Je suis en train de me faire troll par mon chat. Hey! Sale bête. Bah alors, ne m'écoutez pas sur les questions d'alcool. Peut-être pas. Alors, du coup, vous me l'apprenez, mais il reste apparemment pas mal d'alcool. Un peu bourguignon, tu cales le vin au départ. Bien sûr. Bien sûr, c'est le principe. La vidéo sur le dictionnaire fonctionne bien. Alors la vidéo sur le dictionnaire, on peut tout à fait en parler, hein, si c'est un sujet qui vous intéresse. Elle fonctionne effectivement très bien. Elle fonctionne tout à fait très bien. 2,1 fois plus de vues que d'habitude. On va atteindre les 200 000. Ce qui est une très bonne nouvelle pour la chaîne. Je vais vous expliquer pour 2 raisons. Pour 2 raisons, je vais vous expliquer pourquoi c'est une très bonne nouvelle. La première, c'est que récemment, on a fait des assez mauvaises statistiques sur la chaîne. Bon, je savais que cette vidéo marcherait, très honnêtement. C'est pour ça que j'ai pris le temps aussi de la faire un peu plus longue, etc. Mais on a fait des assez mauvaises statistiques récemment sur tout un tas de vidéos. Nous avons 2 vidéos qui n'ont pas franchi les 100 000 vues au cours des 6 derniers mois. Ce qui est plutôt une mauvaise chose. Hein. Et vous savez que les OP sont calculés sur la moyenne des 6 ou des 8 dernières vidéos. Donc forcément... ça aide pas. Sachant qu'on a plusieurs vidéos qu'on franchit à peine les 100 000 et c'est parce que j'ai vraiment poussé derrière. Alors, ce qui se passe dans ces cas-là, est-ce qu'on a fait « Ah, ma vidéo vient de passer $ jaune ». Quoi? La vidéo vient de passer $ jaune. Je comprends pas pourquoi. Bon. Alors, première bonne nouvelle. Donc du coup, c'est que on a réussi à négocier un palier, c'est-à-dire que si jamais je faisais moins de 150 000 vues, globalement, j'étais payé moins que d'habitude. Et si je dépassais les 150 000 vues, j'étais payé plus que d'habitude. Pour l'OP, dans VPN. On a passé les 150 000, donc c'est une bonne nouvelle. Parce que les 150 000, je ne les ai pas passés depuis... ça faisait depuis la dernière vidéo sur la clinique française en septembre. Donc, c'est bon, ça s'est fait. En 30 jours. Donc, la deuxième bonne nouvelle, c'est que vous avez été pas mal à nous rejoindre sur Tipeee. Et ça, je vous en remercie vraiment, parce que dans un contexte où la monétisation baisse, puis là, du coup, bah, je me retrouve $ jaune. Donc la monétisation, je vais l'avoir dans le cul. En tout cas, une partie de la monétisation, ciao. Donc forcément, ça fait chier. Là, ça représente, faut savoir que 200 000 vues, là, ça représente sur cette vidéo-là quasiment 1 000 € de monétisation.
Si la vidéo fait 400 000 vues mais qu'elle ne génère plus d'argent, bah, c'est 1000 € de moins. Voilà. Ça fait chier. Évidemment. Mais vous avez été plusieurs à nous rejoindre sur Tipeee. Et vous avez été un certain nombre à nous rejoindre sur Tipeee, en fait, en réalité. Merci à vous. Voilà, merci à ceux qui ont contribué sur Tipeee. Ce qui, vous savez, c'est là où ça me prend le moins de com. Donc c'est ce qui est le plus avantageux pour moi et de très très loin. Vous avez été 81 à faire un type récurrent suite à cette vidéo-là et 49 à faire un type unique. On va passer en type récurrent à 1500 € par mois. On était à 1100 € avant la vidéo, donc on a quasiment 400 € de plus par mois pour l'instant, hein, bien sûr, tant que ça dure, parce qu'après, bon, bah, évidemment, ça s'érode, hein, toujours. Donc, c'est pour ça que j'ai refait des appels à contribution. Là, on va recevoir beaucoup d'argent unique, en don unique, donc c'est toujours ça de prix, ça compensera, j'imagine, la démonétisation. Donc, merci à vous, en tout cas, de contribuer de manière récurrente sur Tipeee. Je sais que Tipeee, c'est une plateforme qui a beaucoup de problèmes et qui est hautement problématique. Mais bon, écoutez, je capitalise sur ce qu'on peut capitaliser, et en ce moment, je peux pas trop me permettre d'être parfaitement en accord avec mes idées sur les plateformes que je choisis. Et d'ailleurs, c'est là où je voulais faire un parallèle. Merci Georges Abitbol pour le Prime. Vous avez été plusieurs il faut que je m'en occupe d'ailleurs, je vais le noter. Vous avez été plusieurs à me dire, et à juste titre, que la boutique avait des problèmes, notamment des gens qui ont payé, qui ont payé des articles et qui ne les ont jamais reçus. Le support ne leur répond pas, et ça devient vraiment chiant de savoir s'ils vont récupérer leur argent un jour ou de savoir s'ils vont être livrés de leurs produits. Avec une note et un service, des signalements auprès d'associations de consommateurs de la personne qui gère la boutique, qui est Easily. Figurez-vous que c'est tout à fait un problème que j'ai identifié moi-même, puisque j'ai moi-même eu bien du mal à me faire payer pour tout ce que j'ai vendu. Donc, nous sommes actuellement en train de chercher une solution pour changer de boutique une 3e fois. C'est vraiment chiant. Sachant qu'à chaque fois, ça suppose des trucs... c'est casse-couille, puisqu'à chaque fois, il faut du coup voir si tous les produits qu'on pourrait faire pourraient être faits, notamment les cartes. Est-ce que l'impression est bonne, et pour ça, là, il faut que je reçoive des échantillons. Tout ça, ça prend du temps. C'est en cours, mais donc la boutique va probablement rechanger, et on se pose la question de ça pour savoir, en fait, si on va pas passer sur un modèle de boutique où ce sera 1 ou 2 produits par trimestre. Les gens, il faudra qu'ils achètent, il faudra qu'ils passent une précommande et tout sera livré au bout du trimestre ou au bout de la campagne. Ce sont des modèles que d'autres créateurs font. Voilà. On se pose la question. C'est une galère. Je sais pas qui est Bourgalassi, j'en sais rien, je sais pas qui c'est cette personne, donc ça ne m'intéresse pas de savoir qu'il est plus là à regarder, je ne le connais pas. Tout bon. Donc tant mieux, hein, j'imagine, mais je ne le connais pas. J'ai regardé En fait, le problème... En fait, vous voulez que je vous dise? C'est quoi le problème? Si vous voulez qu'on parle de boutique, on va parler de ça. Le problème, il est simple. Soit vous avez... C'est la boutique Onatobene, j'en sais rien. C'est... L'idéal, en fait, c'est d'avoir une équipe qui s'occupe de tout. J'ai pas les moyens. Sinon, du coup, il faut passer par un prestataire. Et le prestataire, moi, que j'avais au départ, j'avais un contact direct. Et moi, à l'époque, il y a eu des problèmes sur Teespring, donc notamment des problèmes de facturation, donc j'étais passé chez Easily. Un gars qui était venu me chercher, la plateforme avait l'air ok, proposait pas mal de nouveaux produits, il avait des bons retours. Et puis, je pense que comme beaucoup,
Ils ont décidé qu'une fois qu'ils avaient que ça tournait, de sabrer partout où ils pouvaient et de tirer le max de rentabilité. J'imagine que c'est ce qu'ils ont décidé de faire. En fait, les modèles de boutique sont des modèles qui sont de toute façon très complexes à mettre en jeu. Et après, régulièrement, je suis démarché pour qu'on me fasse une boutique à moi-même. Le problème, c'est que les gens qui te démarchent ça, ils te proposent 5% du prix de vente. 5% du prix de vente, ça couvre rien. Du tout, comme frais. Eux, tu sais pas combien de marge ils font. Et les produits sont souvent chers. Pour des t-shirts qui sont quand même produits au Bangladesh. Donc, se pose toujours la question de savoir comment est-ce qu'on fait. Et moi, j'ai pas envie de récupérer, de commander et d'imprimer ici je sais pas combien de t-shirts et de gérer les envois. Enfin, c'est dans aucun monde je fais ça. Hein. Alors, il y a des organismes, il y a des sociétés qui proposent de le faire. Certaines ont bonne réputation, certaines mauvaise réputation. Certaines on avait une bonne et on ont désormais une mauvaise, etc. C'est super compliqué. Et moi, c'est chiant parce que du coup, il faut que je réaiguille à chaque fois les gens vers les boutiques et c'est vraiment très chiant. Donc bon. Dire qu'il y a des gens en soirée qui sont limite à se moquer parce qu'on refuse de boire. Ah oui. Oui, 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 oui. Je sais. Il n'y a pas un projet de grande grammaire française à laquelle tu devais participer. J'en ai fait une vidéo. J'en ai parlé de la grande grammaire du français. Alors, le problème dans les bars, c'est que les jus de fruits coûtent aussi cher que l'alcool. C'est pire que ça. C'est le Perrier coûte aussi cher que l'alcool. C'est un truc de fou. Individuals fondés par Zerator. J'en sais rien, écoute. Je regarderai. Le problème, c'est que ces gens-là peuvent faire des posters, tu vois. Genre des trucs muraux. Merci de Scavenger pour le sub, merci. Si c'est trop relou à gérer, ça aurait pas le coup d'arrêter le merch. Bah, en fait, historiquement, c'était une partie substantielle de mes revenus. C'était quasiment 10% de mon CA annuel. Donc c'est significatif. Et puis moi, j'aime bien faire des produits, des vrais trucs, des trucs sympas et tout. Mais bon. Et ça coûte cher, même l'eau pétillante, ça coûte cher, c'est considéré comme des softs aujourd'hui en termes de prix. Un Coca, c'est le même prix qu'une San Pellegrino. Alors, Shopify, c'est un module pour WordPress. Si je dis pas de bêtises. C'est pas un prestataire. Si je dis pas de bêtises, hein.
merci pour le Prime, personne qui a un numéro. En tout cas, on est en train d'en discuter. Comme il y a Frames qui arrive, on va peut-être essayer de voir à Frames ce qu'on peut faire. Ouais. La carte de l'Amérique est abandonnée. Non, on la fera. Shopify, c'est un truc à part. Ok. Mais en tout cas, c'est pas moi qui vais gérer ça. Hein. Je vous le dis. Au bar ou au resto, tu payes plus le service que la boisson. Ouais, mais d'accord, mais bon, putain, 4 € le Perrier. Tu payes de l'eau, quoi. Le plus fou qu'on m'ait fait, c'est de commander un Perrier et on me dit. Et on me dit. Ouais, on a un truc qui ressemble et tout. Et c'est littéralement un gars, il sert un verre d'eau. Et il met dans la soda stream, il gazéifie et il me le sert. Il me demande 3 €. Euh... Donc bon. J'ai rien répondu, j'ai payé, j'ai dit j'en reviendrai pas. €4 à part. En fait, dans pas mal de restos, c'est 4 € les softs. En fait, tu sens qu'il y a beaucoup de plats sur lesquels ils font pas de marge. Pas beaucoup. Moins que ce qu'ils pourraient. Voilà. Sur des produits d'appel sur la carte. Je sais, j'en ai parlé avec un pote qui bosse en restauration. Il m'a dit, bah, ça va vraiment ça et ça de notre carte. Ça, par exemple, nous on fait 0.0. On n'a pas de bénéfice là-dessus. Par contre, là où on marche, c'est les boissons. Ah oui, on n'a pas le droit de te refuser un verre d'eau, ouais. Tout a augmenté, hein. On en est là, hein. J'ai pas testé le nouveau restaurant de raclette, puisque nous sommes le 15 avril. Et que je n'ai pas allé manger une raclette, là, le 15 avril. En plus, c'est cher, je trouve. Les restaurants raclette, j'en ai fait un, en plus, à Toulouse, au mois de janvier. C'est cher. Les restaurants raclette, c'est cher. C'est cher pour des produits qui sont pas de qualité de ouf. Vous pouvez avoir, en fait, une raclette, pour le coup, une raclette, pour ce que ça demande de préparation, et ce que ça coûte, faut les faire chez vous, hein. Faut faire ça chez vous. Alors après, ceux qui ont, c'était à Toulouse, le restaurant était plein, mais quand tu gères un resto raclette et que le resto raclette il est tout le temps plein,
C'est en termes de marche délirant. Vraiment être délirant. Le seul truc que tu dois faire, c'est de faire cuire des patates à la vapeur. Ce qui n'est quand même pas la chose la plus chère. Mais souvent, ce qui se passe, alors ça dépend, hein, j'ai pas vu, mais souvent on t'offre la première assiette de charcuterie est offerte. Mais c'est une assiette où il y a 2 morceaux de jambon, quoi. Sinon, il faut repayer. Et en plus. Alors les pizzas aussi, les pizzas c'est, pareil, j'en ai parlé avec un pote qui a bossé en pizzeria, il m'a dit les pizzas c'est le commerce alimentaire où tu fais le plus de marge, très clairement. Après par contre c'est facile de faire des pizzas, c'est difficile de faire des bonnes pizzas. Et les crêperies souvent, après les crêperies souvent c'est pas cher. Une crêpe c'est pas cher ici. Ici pour 6 balles vous pouvez avoir une crêpe au restaurant. Quand je vous dis une crêpe c'est une crêpe salée, hein. C'est une galette. Je connais plus les prix du Farfad des Gourmands ici, qui doit peut-être être la meilleure crêperie de Fougères. Mais c'est pas. Tu t'en sors pour moins de 20 balles par personne de loin, hein, en mangeant 2. Hein. Tu payes le savoir-faire. Ouais. Notre restaurant pizzeria, il est complet en permanence, mais le ticket moyen est super bas. Du coup, fallait presser le client à partir. C'est relou. J'ai vu ça à Paris. Des affiches, pas plus d'1 heure sur place, s'il vous plaît. Et moi, quand je vais bouffer au restaurant, j'aime bien prendre mon temps, quoi. Enfin, j'ai pas envie de faire un speedrun, quoi. Sinon, je prends emporter, quoi. Mais à emporter, je paye pas le même prix, hein. Je sais pas combien ils font à la pizzeria du Capri à Fougères en marge. En marge brute, mais je pense que c'est ok. D'ailleurs, ils ont refait tout le restaurant, hein. C'est tout le temps plein, il y a tout le temps plein de monde. L'épicerie fine Capri, rue Nationale ferme, c'était super cher. Oui, mais trop cher pour que je puisse y aller. En fait, une épicerie fine qui vend des pâtes, notamment, que je peux acheter sur Internet, pour 2 fois moins cher, non. Mes parents fêtaient le nouvel an dans une chaîne de restaurants, ils se sont fait virer à 23h pour laisser la place au second service. Terrible. Ah, mais je veux bien que les loyers soient chers et je veux bien que l'un des problèmes, et on va y revenir, c'est l'immobilier. Euh... Ça, y a pas de problème. Merci Swallow pour le prime. Ça, d'accord, mais bon. Bah, y a les tickets restaurants qui te forcent un peu à aller au restaurant. Il y a aussi beaucoup d'espaces de restauration collective d'entreprises qui ont fermé, ou même juste de restauration étudiante qui ont fermé. Je crois par exemple que le Rue a fermé à Nancy, là, récemment on m'a dit. Et il y a pas mal de cantines d'entreprises qui n'existent plus. T'es obligé. Par contre, à la place, c'est les tickets resto.
Et t'es quasiment obligé. Alors, ticket resto, c'est un peu la baise. Hein. C'est vous payez une partie aussi du ticket resto et il faut les utiliser, sinon ils périment et blablabla. Et il y a tout ce lobbying pour ne pas que vous puissiez les utiliser au Lidl, quoi, par exemple. Vous pouvez pas les utiliser le lundi, vous pouvez pas les utiliser le dimanche, et pas sur tel produit, et pas là-dessus, et c'est limité à machin. Donc, en fait, tout est fait pour que vous puissiez aller au restaurant et que vous alliez au restaurant. Mais les boulangeries, alors on en a déjà beaucoup parlé des boulangeries ici. Mais oui, les boulangeries, bien sûr. Les boulangeries qui aujourd'hui grattent. Alors on m'a dit que c'était pas perçu comme des concurrents, mais on en a parlé. Il y avait des dossiers qui ont été faits là-dessus. Une partie de la baisse des fréquentations des restaurants, effectivement, très palpable à cause de l'augmentation du prix, à cause de ce que ça coûte toujours d'aller au restaurant. Dans un monde où tu peux aller chercher un sandwich à Marie Blachère, quoi. Et tu peux même manger sur place. Dans un monde où même, d'ailleurs, le, euh, le Carrefour City de Fougères a un espace où tu peux manger sur place des petites salades préparées avec un micro-ondes et blablabla. C'est vrai que ça coûte toujours moins cher d'aller à Picard que d'aller au restaurant, quoique. Quoique, si je peux me permettre. Je me demande, il y a combien de Dark Kitchen en France où en fait c'est juste un gros congélateur Picard qui décongèle des plats avant de vous les envoyer. Je me demande vraiment. Ah bah les restaurants font ça, les restaurants vont au métro et machin, oui. Je pense que le nouveau buffet chinois de Fougères, là, les burgers et les pizzas, il y a des burgers et des pizzas au buffet chinois, au nouveau buffet chinois à Fougères. Je pense pas qu'ils soient préparés sur place. J'en doute. Les boucheries s'y mettent aussi au déjeuner, rue du tribunal, t'as des formules. Ouais. Ah mais tout est décongelé, de toute façon. Je suis allé à un moment, il y avait du rumsteak. Le rumsteak, il était tellement cuit. C'était un délire. Par contre, il y a du gigot. Incroyable ça. Alors que le restaurant chinois de l'Écousse, ils font leur propre pâte à beignets pour les calamars, par exemple. Après, tout est frit là-bas. Il n'y a rien qui ne soit pas frit, je crois, au restaurant, chinois de l'Écousse. Enfin, à part, genre le riz, le poisson, genre de truc, mais... En Chine, il y a des buffets occidentaux à la matière des buffets chinois en France. Incroyable. La friture, c'est bon pour la santé? Non. C'est probablement l'une des pires choses. C'est la pire chose, avec la grillade. La taverne, c'est toujours blindé.
Ouais, alors qu'en plus, ils ont downscale la taille des plats et tout. C'est une chaîne, la taverne, d'ailleurs. Je me suis rendu compte qu'une des choses qui était super bon dans les plats de ma mamie, elle faisait des patates d'une façon que j'ai trouvé incroyablement bonne. C'était vraiment un des bangers de ouf. Et j'ai jamais réussi à refaire ces patates, sauf une fois malgré moi. Et bah, c'est la fois où j'ai mis une demi-plaquette de beurre et de l'huile de tournesol par-dessus. Il y avait tellement, et du gros sel. Il y avait tellement de l'huile dans le plat que c'en était délirant, quoi. Ça n'avait plus aucun sens. Et bah, ça avait le goût des patates de ma mamie. Alors, en fait, moi, je suis toujours euh, un peu partagé, puisque vous savez, à l'époque, il y a plusieurs personnes dans ma famille qui sont mortes de cancer. Et on nous disait, je comprends pas, ce gars, il a jamais bu, il a jamais fumé, il mangeait sainement. Et les gens, à l'époque de mes grands-parents, ils mangeaient quand même vachement plus de légumes, c'était quand même vachement plus sain. Et en fait, je me demande s'ils mangeaient vraiment aussi sain que ça. J'ai quand même l'impression que ils mangeaient plus de légumes, oui. Mais qu'est-ce qu'ils mangeaient comme gras? C'est un délire. C'était des quantités de gras, mais délirantes. Ils mangeaient moins ultra transformés. D'accord, certes. Mais putain, quand t'achètes 3 bouteilles d'huile de tournesol, pardon, par semaine, c'est que t'en fais peut-être une consommation trop importante. Ouais, avec le beurre qui devenait noir dans la poêle, et le beurre noir dans la poêle qui a cramé, ensuite tu fais un petit puits dans la purée et tu le verses dans l'assiette. Comme ça, t'as le gras des saucisses et le gras du beurre cramé dans la purée. Et du coup, je me pose vraiment la question de savoir est-ce qu'ils avaient vraiment une façon de se nourrir qui était vraiment plus saine ou pas. Tu vas où? Montre-toi. Montre-toi, petit tapin. Regardez. Regardez-le. T'es content? T'as un content bourrage? Est-ce que mon chat mange sainement? Pas de ouf. On essaye de prendre les croquettes avec le plus de taux de protéines. Mais c'est difficile à trouver. Par contre, quand je lui file, genre, alors on lui file des fois du poulet, du jambon, etc. Mais quand je lui donne des trucs, des fois, enfin, il est difficile ce chat. Par contre, il mange des lentilles. Voilà. Il aime bien les lentilles. Et il aime bien l'herbe de dehors aussi. J'achète les croquettes Ultima. Nous, je sais plus ce qu'ils me bouffent comme croquettes. Après, on change régulièrement. On change régulièrement, ce qui est source de conflits. Voilà, avec les chats. Après, moi, je vais pas vous mentir, il y a plein de produits où je me dis banger, hein. Vraiment. Enfin, par exemple, pour moi, un Big Mac, c'est incroyable, quoi. Vraiment, le Big Mac, c'est un produit incroyable. Mon cerveau en redemande. Je pourrais en manger tous les jours. Alors que là, j'ai un chou dans le frigo. J'ai un chou dans le frigo. Il me regarde à chaque fois que j'ouvre la porte et me dit cuis-moi, fais-moi cuire, vraiment. Je suis en mode oh, faut que je fasse le chou. J'adore le chou braisé, mais putain, je vais péter toute la journée, je vais avoir mal au ventre. Alors que c'est bon les choux, hein. Pour la santé c'est bon.
Après, j'adore les épinards frais. Ça, je pourrais en consommer de manière industrielle. Euh, mais j'arrive pas à en faire pousser. Les limaces me les ratiboisent. Non, justement, on vérifie le taux de protéines. On fait très attention à ça, puisque du coup, le chat de l'ex de ma femme est devenu a développé une insuffisance rénale de bouffer des croquettes trop sucrées et avec trop de céréales. Donc on fait super attention à ça. Voilà. Les blettes? Non. Les blettes, c'est loin d'être banger, hein. Le pain blanc? Ah, le pain, qu'est-ce que c'est bon. Le houmous aussi, je mange beaucoup de houmous. Je crois que le houmous, c'est ok. Bon, les amis, je vais vous laisser. Je vais aller faire à manger.